Un jour, Aboubacar Cissé, un jeune Malien de 22 ans, est arrivé à 6 heures du matin à la mosquée du Grand Combe dans le Gard. C'est plus de 2 heures plus tard, aux alentours de 8h45, qu'Olivier H., un Français, est rentré dans la mosquée, y restant 4 minutes pour ensuite en ressortir, en s'asseyant dehors, pour ensuite y re-rentrer en tuant Aboubacar Cissé de 57 coups de couteau qui ont été retrouvés sur le corps du jeune Malien. L'individu est ensuite parti à vélo, aurait changé de look et réussi à accéder à l'Italie jusqu'à la ville de Pistoia grâce à un transport conduit par un tiers. Et en Italie, il s'est rendu aux forces de l'ordre. L'auteur des faits avait précisé en amont sur les réseaux sociaux qu'il éprouvait une envie de s'en prendre à quelqu'un sans évoquer une religion ou une ethnie. Il était jusque-là inconnu des services de police. Une femme avec laquelle il aurait eu des discussions sur le réseau social Discord aurait vainement tenté de lui en dissuader à apporter une magistrate. Pour le moment, une enquête serait en cours, notamment pour assassinat en raison de la religion. Du côté de la famille d'Aboubacar Cissé, il y a leur avocat qui a fait une tournée médiatique demandant au PNAT, au Parquet national antiterroriste, de se saisir de l'affaire. Mais ça veut dire quoi et pourquoi le PNAT ne s'est toujours pas saisi de l'affaire? On va voir ça tout de suite. L'avocat de la famille d'Aboubacar Cissé a notamment fait un passage sur Quotidien et je vais me permettre de débunker une petite partie de la vidéo pour essayer de comprendre finalement pourquoi le Parquet national antiterroriste ne s'est pas saisi de cette affaire. Tout d'abord, pour que le Parquet national antiterroriste se saisisse d'une affaire, il faut donc que des faits et des termes de terroriste entrent pénalement parlant aux yeux de la loi et non moralement parlant. Voici l'article 421-1 du Code pénal qui consiste, dans les grandes lignes, à définir ce qu'est un acte terroriste aux yeux de la loi. Je vous lis le début de cet article et vous mets le lien dans la description ainsi que toutes les sources bien entendu. Constituent des actes de terrorisme lorsqu'elles sont intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur. C'est parti pour une petite analyse de certains petits passages de l'interview de l'avocat de la famille d'Aboubacar Cissé sur Quotidien. Il nous parle de l'aspect moral de l'affaire et du non-saisissement de la PNAT. Mais le PNAT ne prend pas l'affaire parce que c'est moral ou parce que ça ne l'est pas, mais parce qu'un comportement est déclaré terroriste pénalement parlant. Et donc on peut en déduire que si ce parquet ne saisit pas l'affaire, c'est qu'il est peut-être trop tôt ou tout simplement pas déclaré terroriste pénalement parlant. Est-ce que vous connaissez la règle dans le milieu du journalisme, par exemple, du qui, quoi, quand, où, pourquoi, comment? Là, dans cette affaire, on a le qui, le quoi, le quand, le où, le comment, et le pourquoi, on l'a pas tellement en fait. C'est ça qui est compliqué dans cette affaire. Alors, au vu de ce que l'on sait du profil de la personne pour le moment, malgré certaines déclarations d'une part et d'autre, c'est-à-dire pas grand-chose, que ce soit de ses motivations réelles ou encore de son profil psychologique, émotionnel, concret de la personne, et même si on voit que l'affaire s'éclaircit de jour en jour, en fait, le fait qu'on ne sache pas grand-chose pour le moment peut répondre en partie à la question de pourquoi le PNAT ne s'est pas encore saisi de cette affaire. C'est que pour le moment, c'est un peu flou. Est-ce que Olivier H. avait pour but de semer la discorde dans l'ordre public? On n'a pas tellement de réponse pour le moment. L'argument de l'avocat italien qui présente l'attaque comme un coup de folie, sans connaître une préméditation, rend difficile l'établissement d'un lien de causalité clair entre la stratégie de défense et l'acte lui-même. Juridiquement, pour qualifier un meurtre de terroriste, on en a déjà parlé, et donc saisir le PNAT, il faut démontrer non seulement une préméditation, mais surtout une entreprise ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur. Or, pour le moment, il n'y a pas eu de revendication claire idéologiquement parlant, mis à part les vidéos qu'il a sorties sur les réseaux sociaux. De plus, ni la contradiction interne du discours de l'avocat ne permettent d'établir que la défense invoquée soit la véritable motivation à l'origine de l'attaque. Ce qui est beaucoup discuté, c'est est-ce que le meurtre était prémédité ? Mais d'après l'avocat italien du principal suspect qui a assumé avoir effectué un homicide d'un fidèle musulman, a affirmé qu'il aurait voulu tuer la première personne qu'il aurait vue. L'argument avancé par la procureure de Nîmes, qui a écarté la piste du terrorisme, parce que selon elle, il s'agirait grosso modo d'un cas isolé regardé, agi dans un contexte isolé, sans revendication idéologique ou lien avec une organisation. Les ressorts pour agir de l'agresseur sont très vite apparus comme profondément personnels, l'envie de tuer quelqu'un, quelle qu'en soit la cible. Olivier H. devrait rentrer en France durant le mois de mai, on vous tiendra au courant sur Instagram. Et pour finir sur l'affaire,
Le PNAT demeurera en observation durant tout le déroulé de l'information judiciaire, a affirmé la magistrate. En conclusion, un homicide ou encore un incendie ne suffit pas pour que le PNAT se saisisse de l'affaire. Il faut par exemple une revendication idéologique et une envie de troubler l'ordre public. Merci de m'avoir écouté, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous a aidé à comprendre mieux cette affaire. J'ai essayé d'attaquer avec un angle différent de ce qu'on a pu voir sur les réseaux sociaux. Merci de m'avoir écouté, on se dit à très bientôt, salut!